On va s'intéresser dans ce chapitre à un premier type de cristaux, les cristaux métalliques ou appelés plus communément les métaux. Je vais commencer par rappeler quelques propriétés générales associées aux métaux, et puis ensuite on s'intéressera au mode de cristallisation de ces cristaux métalliques, et nous décrirons en particulier la maille cubique à face centrée métallique de manière complète. Au niveau du tableau périodique, il y a de nombreux éléments, 84, qui vont se comporter comme des métaux dans leur état stable. C'est ce qu'on va appeler l'état standard. Donc c'est un état que vous décrirez de manière complète en deuxième année. La liaison métallique permet d'assurer la cohésion des cristaux métalliques. Le modèle qui est utilisé pour décrire cette liaison métallique est la suivante. On va considérer que les électrons de valence des atomes vont être délocalisés sur l'ensemble du cristal. Ces électrons vont donc interagir avec les cations métalliques, donc c'est de l'interaction électrostatique, des charges plus attirent des charges moins, et donc ça va assurer la stabilité de l'ensemble de la structure. Les électrons de valence qui sont délocalisés vont former un gaz d'électrons. Donc ça, c'est un modèle que vous décrirez de manière bien plus complète en deuxième année dans le cours d'électromagnétisme. D'un point de vue cristallographique, on va simplement s'intéresser donc aux atomes métalliques dans la globalité, autrement dit aux nœuds du réseau, en quelque sorte les cations, mais nous allons considérer les atomes métalliques dans la globalité. Ce gaz d'électrons ne va pas être modélisé dans la description en termes de maille. Voici quelques propriétés associées donc aux métaux. Donc la liaison métallique, c'est une liaison forte. L'énergie de liaison est de l'ordre de 100 à 800 kJ par mol. Donc c'est à peu près le même ordre de grandeur qu'une liaison covalente, qui était de l'ordre de 400, on avait dit à peu près 1 kJ par mol. Donc c'est vraiment une liaison forte, cette liaison métallique. Et surtout non directionnelle, va être dirigée donc selon toutes les directions de l'espace, ce qui va nous permettre d'avoir donc notre tripériodicité selon les trois directions de l'espace. Vous devez savoir donner également quelques propriétés physiques associées donc aux métaux. Donc la température de fusion associée à un métal est relativement élevée. Si vous prenez le cuivre par exemple, c'est de l'ordre de 1000 degrés Celsius. Pour le fer, c'est 1500 degrés Celsius. Donc on a vraiment des températures de fusion qui sont particulièrement élevées. Les métaux procèdent également de bonnes propriétés mécaniques avec une bonne résistance à l'attraction et à la pénétration. Ce sont également donc des métaux qui sont qualifiés de ductibles, donc ils ont une bonne ductibilité. Autrement dit, ils ont une bonne aptitude au laminage et au filage. Donc le laminage, ça consiste simplement à faire passer donc, le métal à froid ou à chaud entre deux rouleaux par exemple, comme sur le schéma qui est ici, pour lui donner donc une première forme et surtout une forme bien plus homogène. Le filage, quant à lui, c'est ce qui se passe typiquement sur ce petit schéma là relatif à de la pâte à modeler. C'est lorsqu'on met la pâte à modeler dans le réservoir et que l'on pousse dessus, que l'on appuie dessus, on arrive donc à filer la pâte à modeler, autrement dit à lui donner donc une forme longue avec une forme prédéterminée suivant l'embout ici au niveau de la sortie. Et bien au niveau donc, des métaux, c'est exactement la même chose. On peut, sur le même principe, en appuyant, en poussant très fortement sur un réservoir, en faisant sortir le métal à chaud par un orifice, lui donner donc une forme longue avec donc une base ici qui est prédéterminée. Donc ça, ce sont des caractéristiques des cristaux métalliques. Ils ont une bonne ductibilité, autrement dit, on va pouvoir les former selon une forme justement bien déterminée de manière assez facilement. Bien. Un peu dans le même ordre d'idée, ce sont donc des métaux qui sont très facilement malléables, donc on peut facilement donc, les déformer sans les rompre. Ils ont également de bonnes propriétés optiques, puisqu'ils sont opaques d'une part, et puis ils ont un pouvoir réflecteur
assez prononcée, hein, donc c'est une des caractéristiques liées aux métaux. Et puis enfin, hein, ils ont des conductivités thermiques et électriques élevées, hein, donc ça, encore une fois, hein, ce sont donc deux termes hein, que vous décrirez de manière plus complète en physique dans le cours d'électromagnétisme en deuxième année. Hein. La conductivité électrique étant liée, hein, comme son nom l'indique, à la conduction électrique, au fait que le courant va être transporté assez facilement au sein de ces métaux. Et ils ont également une bonne conductivité thermique, autrement dit, hein, ils vont pouvoir transmettre de l'énergie sous forme de chaleur hein, assez facilement. Lorsqu'on s'intéresse aux cristaux métalliques, ils vont, sauf exception, hein, cristalliser selon trois modèles structuraux bien déterminés. La structure cubique à face centrée, donc j'ai représenté ici hein, un modèle éclaté. Donc dans cette structure cubique à face centrée, la maille c'est un cube, et on retrouve un atome métallique au niveau donc de chaque sommet du cube, et au niveau du centre, ici, hein, des 6 faces du cube. Donc c'est cette structure que nous allons étudier plus spécifiquement dans le reste du cours. Hein. C'est la seule structure qui est explicitement au programme. Il existe deux modes de cristallisation supplémentaires dont je vais parler rapidement juste après, mais qui ne sont pas explicitement au programme. Vous verrez, on les traitera sous forme d'exercice dans le TD. Le deuxième mode de cristallisation, hein, auquel on s'intéressera de manière un peu plus détaillée donc, dans le TD, c'est la structure hexagonale compacte. Donc vous remarquez que la maille, c'est un pavé droit à base losange, ici. Hein. On retrouve donc un atome au sommet de la maille, et puis un atome ici hein, au centre de la structure. On s'intéressera au positionnement plus précisément de cet atome dans l'exercice du TD. Alors, on parle de maille hexagonale, hein, simplement parce que il faut bien garder à l'esprit qu'on a donc cette maille qui va être répétée périodiquement selon les trois directions de l'espace. Et donc ici, hein, j'ai rajouté quelques mailles supplémentaires pour faire apparaître, lorsqu'on choisit en fait hein, de prendre trois mailles ici hein, qui se touchent, de faire apparaître au niveau d'un plan donné hein, un hexagone. Et donc c'est pour ça qu'on parle de maille hexagonale. Hein. Par contre, hein, vous remarquez qu'en termes de description, hein, c'est beaucoup plus complexe au niveau donc, de cette maille qui est qualifiée d'usuelle ici en comparaison de la maille élémentaire conventionnelle que j'ai représentée à gauche, puisque là vous remarquez hein, que dans le plan supérieur, on a un hexagone avec un atome métallique au niveau de chaque sommet de l'hexagone. On a en plus un atome au centre ici hein, de la face. On retrouve au niveau donc, de la face inférieure ici hein, de notre maille hexagonale le positionnement de ces atomes métalliques au niveau hein, de chaque sommet de l'hexagone et au niveau du centre ici hein, de l'hexagone, plus 3 sphères qui vont être à l'intérieur ici de l'hexagone. Donc ça, hein, à décrire et surtout à dessiner, hein, c'est bien plus complexe que la maille conventionnelle. Et donc, dans cette structure hexagonale compacte, hein, c'est plutôt avec cette maille élémentaire conventionnelle que l'on travaillera. Bien, voici les deux premières structures compactes métalliques hein, qui existent. Il en existe une dernière, c'est une structure qui est qualifiée donc, de pseudo-compacte. Donc c'est une structure cubique centrée, hein. La maille elle est cubique avec un atome métallique au niveau donc, de chaque sommet du cube et enfin un dernier atome métallique au niveau donc, du centre du cube. Donc cette maille elle est qualifiée de pseudo-compacte en comparaison des deux premières qui sont qualifiées de compactes, simplement parce que la compacité va être plus faible au niveau de cette maille-là qu'au niveau des deux mailles précédentes. Ça ne veut pas dire pour autant hein, que le métal qui cristallise selon une structure cubique centrée est moins stable. Hein. C'est simplement hein, qu'il y aura plus d'espace à l'intérieur donc, de cette structure que dans les deux précédentes. Cette structure, hein, comme la structure hexagonale compacte, n'est pas explicitement au programme. Donc on fera un petit exercice d'application dans le TD hein, pour calculer justement hein, la compacité de la structure et se rendre compte hein, qu'elle est effectivement inférieure à la compacité des deux mailles précédentes. On va maintenant s'intéresser plus spécifiquement à la maille cubique face centrée et à ses différentes caractéristiques.
la population, la coordinance, la compacité, etc. Bien. Le point délicat du chapitre réside au niveau de cette page, parce qu'il faut y voir correctement dans l'espace pour bien comprendre comment vont être positionnées les sphères les unes par rapport aux autres. L'idée, ça va être de réaliser des couches compactes et de faire un empilement compact de couches compactes. Bien évidemment, les sphères qui modélisent les atomes métalliques sont des sphères, donc des structures à 3 dimensions. Si on veut les représenter dans le plan, eh bien, il faut bien évidemment faire une projection à 2 dimensions d'une structure qui est, elle, à 3 dimensions. Bien. Intéressons-nous à un plan donné de sphères, ici, qui sont modélisées donc, par les disques qui apparaissent donc, au niveau de ce schéma-là ou au niveau de ce schéma-là. Et remarquons déjà la première particularité suivante. Lorsque je veux réaliser une couche, donc là, je parle de couche, donc pour l'instant, je suis qu'à 2 dimensions. Je n'ai pas introduit encore la 3e dimension. Eh bien, lorsque je veux empiler les sphères les unes contre les autres à 2 dimensions, ce que je peux faire, c'est une première rangée de sphères à ce niveau-là. Et puis ensuite, à 2 dimensions, donc toujours dans le même plan, c'est venir insérer une deuxième rangée de sphères. Donc remarquez bien que lorsque je viens positionner la deuxième rangée de sphères, eh bien j'ai 2 possibilités en fait pour empiler cette deuxième rangée de sphères. Je peux faire correspondre ici le sommet de cette sphère avec le sommet de la sphère de la rangée supérieure et de la rangée inférieure ici pour obtenir cette couche spécifique. Ou alors, ce que je peux faire, c'est la chose suivante. Une fois que j'ai fait ma première rangée de sphères, je peux décaler la deuxième rangée de sphères de manière à ce que les sommets en fait de cette sphère et ainsi de suite viennent s'insérer dans les creux qui sont laissés par la rangée qui se trouve à ce niveau-là. La troisième rangée, eh bien on va la positionner selon le même principe. Autrement dit, je vais la réaligner avec la première rangée de manière à ce que les sommets ici de cette rangée de sphères viennent s'insérer dans les creux de la rangée inférieure. Si on regarde un petit peu qualitativement la couche, parce que, encore une fois, je vous rappelle, pour l'instant, on n'est qu'à 2 dimensions, donc j'ai simplement un plan de sphère pour l'instant. Donc si je regarde la couche obtenue, eh bien remarquez qu'il y a beaucoup plus d'espace libre au niveau donc, de l'empilement numéro 1 ici, en comparaison de l'empilement numéro 2, où on obtient une structure qui est bien plus compacte. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une couche pseudo-compacte de sphères rigides, alors qu'ici, on va avoir une couche compacte de sphères rigides, simplement parce qu'on aura une bien meilleure compacité dans ce type d'empilement que dans ce type d'empilement. Dans les cristaux métalliques, en fait, ce qui va s'empiler, ce sont justement des couches compactes de sphères rigides. Et donc, c'est ce type d'empilement qu'il va falloir retenir. Donc, celui-ci, on va l'abandonner simplement parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup plus d'espace libre que dans cette couche compacte de sphères rigides que j'ai décrit à ce niveau-là. Bien. Donc ça, c'est une couche, donc on est à 2 dimensions. Et donc là, pour générer la structure à 3 dimensions, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre une deuxième couche compacte, autrement dit, du même type que la couche qui se trouve à ce niveau-là, et on va venir la positionner au-dessus de la première couche qui se trouve à ce niveau-là. Bien. Le but, ici, ça va être de réaliser un empilement compact de couches compactes. Donc là, sur le même principe que précédemment, on pourrait avoir une première mauvaise idée qui consiste pour la couche B, que j'ai représentée en bleu à ce niveau-là, eh bien de venir insérer donc une sphère directement à la verticale d'une sphère de la couche inférieure que j'ai notée A. Donc sur le même principe que le positionnement à 2 dimensions des sphères, on conçoit bien que l'empilement que l'on va obtenir, ça ne va pas être un empilement totalement compact, il sera plutôt qualifié de pseudo-compact, puisqu'encore une fois, il y aura beaucoup d'espace disponible au niveau de l'empilement. Et donc, lorsque je viens empiler ma couche B de sphère sur la couche numéro A, eh bien, la sphère bleue que j'ai représentée ici,
va venir s'insérer dans le trou, entre guillemets, qui va être disponible à ce niveau-là. Donc, si vous comparez le schéma de gauche et le schéma de droite, la sphère bleue, eh bien, c'est ici qu'elle va venir s'insérer. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on a des couches ici qui sont qualifiées de compactes. Et donc, à partir du moment où la sphère bleue numéro 1 ici va venir s'insérer dans le creux qui va être généré ici par les 3 sphères qui se trouvent à ce niveau-là, eh bien, toutes les sphères bleues vont venir s'insérer dans les trous ici des sphères inférieures. Bien, donc ça c'est pour la couche B. Là où ça se complique, c'est lorsqu'on va venir empiler une 3e couche. Donc c'est là où il faut bien y voir dans l'espace. Simplement parce que, suivant le positionnement de la 3e couche, que j'ai appelée couche C ici, les sphères vertes, eh bien on va obtenir en fait 2 types d'empilements métalliques différents, soit une structure hexagonale compacte, soit une structure cubique face centrée. Donc je vous avais dit que pour les métaux, même si dans la pratique on va étudier que la structure cubique face centrée, il existe 2 structures compactes, la structure cubique face centrée et la structure hexagonale compacte, et tout est lié en fait au positionnement de la 3e couche ici de sphères rigides. Lorsque on va s'intéresser donc à cet empilement de la 3e couche, eh bien ce que l'on peut remarquer, c'est la chose suivante. Lorsque je vais prendre par exemple la sphère verte qui est ici, eh bien cette sphère verte, je peux venir l'insérer soit dans le trou qui se trouve à ce niveau-là, soit dans le trou qui se trouve à ce niveau-là. Autrement dit, la sphère verte qui est ici, là, je peux la placer à la verticale de la sphère rouge qui se trouve à ce niveau-là. Donc là, il faut bien regarder simultanément le schéma de gauche et le schéma de droite. Donc ici, la sphère verte, elle est à la verticale ici de cette sphère rouge. Ou alors, elle peut être décalée, entre guillemets, d'un demi-trou, entre guillemets. Et donc, cette sphère verte qui est ici, qui va venir s'insérer à ce niveau-là, eh bien, elle va se retrouver à la verticale du creux, entre guillemets, qui se trouvait à ce niveau-là, au niveau de la couche A. Et donc, remarquez bien qu'en fait, il y a un petit décalage au niveau de la couche C, suivant l'endroit où on va positionner la première sphère verte. C'est là où il faut bien y voir dans l'espace, en fait. Dans le type d'empilement qui est en bas, vous remarquez qu'à partir du moment où cette sphère qui est ici, elle est à la verticale de la sphère qui est ici, eh bien, toutes les sphères vertes vont être à la verticale d'une sphère rouge de la couche A. Au contraire, dans l'empilement du dessus, compte tenu du fait que cette sphère verte, je l'ai positionnée à ce niveau-là, vis-à-vis donc de la couche B ou de la couche A, eh bien, toutes les sphères vertes vont être décalées par rapport aux sphères rouges. Et donc, c'est pour ça que on va donner un nom différent pour ces 2 types d'empilement. Donc l'empilement du haut va être qualifié d'empilement de type A, B, C, et ensuite ça continue, A, B, C, etc. Puisque si on vient positionner une nouvelle couche de sphère compacte sur la couche C verte qui se trouve à ce niveau-là, on se retrouve dans la configuration des sphères rouges de départ, et donc après c'est totalement périodique, A, B, C, A, B, C. Alors que dans l'empilement du bas, compte tenu du fait que la couche verte ici, en fin de compte, est située directement à la verticale de la couche A, ça sera un empilement qui sera qualifié de type ABA, ABA, etc. Bien, suivant le type d'empilement que l'on a, à savoir un empilement de type ABC, ABC ou ABA, ABA, on va obtenir une structure différente au niveau de notre métal. Le premier type d'empilement, l'empilement de type ABC, c'est la structure cubique face centrée que l'on va étudier, alors que l'empilement ABA, c'est une maille qui sera hexagonale compacte. Donc cet deuxième cas de figure, on ne le traitera qu'en TD. Si on s'intéresse à la coordinance associée à un atome donné, donc je vous rappelle, la coordinance, ça caractérise simplement le nombre d'atomes qui vont être tangents à un atome donné. Donc là, la coordinance va être la même pour un empilement de type ABC, donc cubique face centrée,
ou hexagonal compact, lié simplement au fait que c'est simplement la dernière couche qui va être située à un endroit différent, mais ça ne modifie pas la coordinance. Bien, pour s'intéresser à la coordinance, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la chose suivante. Je vais m'intéresser ici à une couche A. Donc là, je n'ai pas représenté une couche compacte ici dans son intégralité, mais je n'ai représenté en fait que cette sphère relative à cet atome donné. Et donc là, je vais m'intéresser à la coordinance de la sphère que j'ai représentée en noir à ce niveau-là. Donc si je reviens juste un petit peu en arrière sur le schéma qui est ici, donc je m'intéresse d'un point de vue pratique à la sphère qui se trouve à ce niveau-là, que j'ai représentée en noir sur le schéma suivant. Et donc on remarque que compte tenu du fait qu'on a une couche compacte, eh bien la sphère centrale que j'ai représentée en noir va être tangente ici dans la couche A aux 6 sphères qui sont autour. Les 2 sphères que j'avais représentées initialement à ce niveau-là et à ce niveau-là, eh bien évidemment elles ne sont pas tangentes à la sphère noire, c'est pour ça que je ne les ai pas représentées. Bien. Ensuite, il faut garder à l'esprit que lorsque je fais cet empilement, je vais positionner, que l'on soit dans un empilement type ABC ou ABAB, eh bien la couche supérieure ici, qui est appelée couche B, mes 3 sphères bleues, en venant positionner ces 3 sphères bleues, je vous rappelle, dans le creux qui se trouve à ce niveau-là, le creux qui se trouve à ce niveau-là, et le creux qui se trouve à ce niveau-là. Et donc, bien évidemment, les 3 sphères bleues qui sont ici vont être tangentes à la sphère rouge qui est à ce niveau-là, puisque ces 3 sphères sont venues s'insérer dans les 3 creux qui sont ici. Encore une fois, la 4e sphère que j'avais représentée à ce niveau-là, eh bien, ne va pas être tangente, elle, à cette sphère, puisqu'elle va venir s'insérer dans le creux qui est ici. Et donc, lorsque je m'intéresse à la coordinance, autrement dit, au nombre de sphères ici qui vont toucher la sphère noire qui se trouve à ce niveau-là, eh bien, on remarque qu'il va y avoir 6 premières sphères de tangence au niveau donc, de la couche A, 3 sphères qui vont être tangentes liées à la couche B, et on va avoir également 3 sphères qui vont être tangentes liées à l'empilement de la couche C pour les mêmes raisons. Et donc, lorsqu'on s'intéresse à la coordinance, on a une coordinance de 12, attention, pour cet empilement cubique face centré, ou hexagonal compact d'ailleurs, puisque on a un empilement de type très semblable. Et donc cette coordinance, il faut vraiment la justifier. Donc on ne donne pas simplement une coordinance de 12, mais on dit qu'on a une coordinance en 3 plus 6 plus 3. C'est ce qui justifie justement la coordinance de 12. Donc là, il faut juste faire attention à un petit point, c'est que compte tenu du fait que pour justifier la coordinance, j'ai pris une sphère de la couche A, bien évidemment, la couche B, ça correspond directement à la couche B que j'avais introduite précédemment, autrement dit qui va s'empiler sur le dessus de la couche A. Par contre, la couche C, il faut que je regarde une couche qui s'est empilée sur le dessous de la couche A, simplement parce que je vous rappelle qu'on a un empilement périodique de couches compactes. Autrement dit, une fois que j'ai empilé la couche A, puis la couche B, puis la couche C, on va rempiler dessus une couche A et ainsi de suite. Et donc, au niveau d'une couche A donnée, eh bien, on va avoir la couche B qui va s'empiler par en dessus et la couche C que j'ai représentée en vert ici, qui va s'empiler par en dessous. D'où la coordinance ici, en 3 plus 6 plus 3, autrement dit une coordinance de 12 ici. Si on s'intéresse à l'empilement cubique face centrée, donc je vous ai représenté à ce niveau-là, eh bien le modèle éclaté et le modèle compact associé à une maille conventionnelle associée à cette structure. Bien évidemment, au niveau donc du modèle compact, ça ce n'est pas un schéma que l'on peut faire à la main, simplement parce qu'on ne peut pas à la main faire apparaître ici la géométrie 3D des sphères qui sont mises en œuvre. Donc à la main, bien évidemment, on ne fera qu'un modèle éclaté. C'est le modèle éclaté qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises, avec ici eh bien, donc, une maille cubique. Les sommets vont être occupés ici par un atome métallique, et les centres des 6 faces du cube, ici, vont être également donc,
occupés par ces atomes métalliques. Donc ce modèle éclaté, c'est un modèle qu'il faut savoir tracer très rapidement à la main, donc sur une feuille. Donc je vous invite vraiment à vous entraîner à le représenter, ce modèle. Sur le principe, ça ne présente pas de grosses difficultés, mais on a vite fait de perdre pas mal de temps si on ne s'est pas suffisamment entraîné pour faire une représentation donc correcte de ce qui se passe. En particulier, lorsqu'on va donc dessiner cette maille, elle va être dessinée donc en perspective, puisque on doit la représenter à 2 dimensions sur notre feuille. Et donc si vous voulez pouvoir représenter toutes les sphères correctement sans qu'il y ait donc des sphères qui se chevauchent, il y a un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant, c'est la perspective qui se trouve à ce niveau-là. Il faut que l'arête qui est en pointillé, qui soit ici, il ne faut surtout pas qu'elle passe par le centre ici, des 2 arêtes ici du carré de devant, parce que si l'arête qui est tracée en pointillé ici passe par le centre ici de ces 2 arêtes de la face de devant, vous pouvez essayer de le faire, vous verrez, il y a des sphères qui vont se superposer et votre modèle éclaté ne sera pas très beau. Et donc surtout, lorsque vous faites votre perspective, lorsque vous tracez votre carré, faites passer ce pointillé ici à peu près à 1/4 ou 1/3 de la longueur de l'arête ici qui caractérise la face avant ici de notre carré, si vous voulez avoir une belle représentation. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut s'entraîner à tracer. Entraînez-vous dans un premier temps avec des feuilles à carreaux et ensuite entraînez-vous à faire une représentation également sur une feuille blanche. Vous allez voir que vos premières représentations ne seront pas forcément très belles et que vous perdrez un petit peu de temps. Donc vraiment un modèle avec une qualité semblable à celle que j'ai tracée ici, il faut que vous arriviez à tracer ça en moins de 2 minutes sur votre feuille avec un petit peu d'entraînement. Bien, ce que l'on peut faire également, c'est, une fois qu'on a donc le modèle éclaté, c'est faire une représentation donc en projection directement vraiment à 2 dimensions cette fois-ci, au niveau donc d'un plan OXY. Alors ici j'ai mis des couleurs au niveau donc de mes sphères, donc les couleurs sont totalement arbitraires, c'était simplement pour distinguer en fait le positionnement donc des sphères au niveau de ma maille, mais la couleur elle est totalement arbitraire et surtout elle n'a pas de lien directement avec la représentation qui suit, puisque ce sont des propriétés différentes que l'on fait apparaître. Bien. Ici, ce que je vous rappelle, c'est que lorsqu'on a la maille cubique, on va avoir 3 vecteurs de base qui nous permettent de définir en fait cette maille avec un vecteur petit a à ce niveau-là, un vecteur petit b à ce niveau-là et un vecteur petit c à ce niveau-là. Je vous rappelle que bien évidemment dans la maille cubique, les 3 vecteurs ont la même norme, mais l'intérêt de faire ça, c'est que tout se passe comme si on pouvait donc décrire un repère orthonormé direct pour la maille cubique. Et donc on va pouvoir associer des coordonnées à l'ensemble des atomes métalliques de la maille. Donc si vous prenez en fait l'atome métallique qui est ici, il va être à l'origine de notre repère OX, OY, OZ. Et donc il aura pour coordonnées 0, 0, 0. Si vous prenez l'atome métallique qui est ici, donc je vous rappelle, on a l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z, cet atome-là, il aura pour coordonnées 1, 0, 0, et ainsi de suite pour l'ensemble des atomes métalliques de la maille. Bien, ce que l'on va faire, c'est la chose suivante. On va faire une projection de la maille dans le plan OXY. Donc là, encore une fois, il faut y voir un petit peu dans l'espace, mais c'est pas très compliqué. Lorsque vous allez projeter dans le plan OXY horizontal, le cube précédent, on va obtenir bien évidemment un carré, et donc on retrouve le vecteur de base petit a à ce niveau-là, le vecteur de base petit b à ce niveau-là. Le problème que l'on a lorsqu'on fait donc la projection à 2 dimensions selon le plan OXY de la maille, c'est qu'on va avoir plusieurs sphères qui vont se superposer l'une à l'autre. Donc si je prends par exemple la sphère qui est ici, elle va être superposée à la sphère qui est ici lorsque je projette la maille avec une vue de dessus
dans ce plan OXY. Lorsqu'on fait la projection, les coordonnées des sphères, en fait, dans le plan OXY qui se trouve à ce niveau-là, ça importe peu parce que ces coordonnées XY, on les voit directement en fait sur la représentation qui suit. Par contre, la perte d'informations que l'on a lorsqu'on fait cette projection dans ce plan horizontal OXY, eh bien c'est la coordonnée selon l'axe vertical des Z qui est ici. Et donc ce qu'on va indiquer, eh bien c'est simplement la coordonnée verticale selon l'axe des Z, selon le vecteur petit c en fait, eh bien des différentes sphères qui vont être présentes. Et ça, c'est intéressant parce que ça permettra de savoir si des sphères se superposent ou pas. Donc si je reprends l'exemple de ces deux sphères ici, qui vont en projection se retrouver donc au même endroit, eh bien, je vous rappelle toujours, OX, OY, OZ, avec les trois vecteurs A, B et C. Et donc cette sphère qui est ici, je vous rappelle, elle avait pour coordonnées 0 selon l'axe des X, 0 selon l'axe des Y, 0 selon l'axe des Z. Si je prends la sphère qui est ici, elle a pour coordonnées 0 selon l'axe des X, 0 selon l'axe des Y et 1 sur l'axe des Z. Les coordonnées eh bien donc, de ces deux sphères qui vont se superposer ici dans le plan en projection sur l'axe OX, dans le plan OXY, pardon, eh bien selon X et Y, on s'en fiche un petit peu des coordonnées puisqu'on les voit, c'est 0, 0. Et donc ce qu'on va mettre entre parenthèses, c'est simplement la coordonnée que l'on ne voit pas, que l'on a perdue par la projection, autrement dit la coordonnée selon l'axe des Z. Et donc là, en termes de coordonnées, entre parenthèses, je mets 0, 1. Donc vu qu'il y a deux nombres, ça veut dire qu'au niveau de la maille, il y a en fait deux sphères. Une sphère qui sera au niveau de l'ordonnée Z égale 0 et une sphère qui sera au niveau de l'ordonnée Z égale 1. Si vous prenez la sphère qui est ici, par exemple, déjà, les coordonnées selon X et Y, eh bien, on les voit directement donc, sur le schéma. Et donc, entre parenthèses, ce que l'on indique, c'est uniquement les coordonnées selon l'axe des Z, des sphères qui sont présentes au niveau de cette position particulière. Donc là, encore une fois, il y a deux nombres. Ça veut dire qu'il y aura une sphère qui sera située dans le plan horizontal, puisque Z égale 0. Et puis, on aura une sphère qui sera caractérisée par l'ordonnée Z égale 1. Autrement dit, elle se trouvera dans le plan supérieur du cube. Si vous prenez les sphères que j'ai représentées en orange à ce niveau-là, eh bien, vous remarquez que la coordonnée selon l'axe des Z de ces sphères est égale à 1,5. Donc ces sphères que j'ai représentées en orange ici, ça correspond simplement aux sphères qui se trouvaient au niveau des quatre faces que je suis en train de montrer. Donc on remarque bien qu'on a une coordonnée 1,5 au niveau de ces sphères d'un point de vue de l'axe vertical. La sphère que j'ai représentée en vert ici, vous remarquez qu'il y a deux nombres entre parenthèses. Ça signifie qu'il y a deux sphères en projection qui donnent cette même sphère. Une qui sera située en Z égale 0 et une qui sera située en Z égale 1. Donc c'est simplement les deux sphères qui se trouvaient au niveau donc, des faces inférieures et supérieures du cube, qui sont à la verticale l'une de l'autre, une se trouvant dans le plan horizontal, une se trouvant dans le plan vertical. Il existe une dernière chose qu'il faut savoir faire apparaître sur cette maille cubique à face centrée, c'est l'empilement de type ABC que j'évoquais précédemment. Et donc là, c'est là où il faut vraiment y voir correctement donc, dans l'espace et surtout ne pas raconter n'importe quoi. Donc ce que l'on a dit, c'est que l'on avait donc des empilements compacts de couches compactes selon une structure périodique, A, B, C, etc. Et donc en fait, les couches, je les ai fait apparaître en reprenant le même code couleur qu'en introduction au niveau de ma face, de ma maille cubique ici. En fait, l'empilement de ces différentes couches, A, B, C, etc., va se faire selon la diagonale du cube. Donc là, la diagonale, attention, elle va passer par l'atome métallique qui est ici, donc tout en haut au fond, et l'atome métallique qui est ici, tout en bas devant. Lorsque on fait les empilements de couches, en fait, selon cette diagonale, les deux atomes extrêmes qui sont ici appartiennent à deux couches C différentes, et ensuite,
on peut faire apparaître eh bien, un empilement ici qui correspond à la couche A et ici à la couche B. Donc vous pouvez essayer de voir en fait cet empilement de type A, B, C sur le schéma précédent. Donc ici, l'atome que j'ai représenté en vert qui est tout à fait au fond, ici en haut, c'est l'atome qui se trouve à ce niveau-là. L'atome qui correspond à la couche C, qui est tout à fait devant, c'est l'atome qui est ici. Et donc l'empilement des couches se fait selon cette diagonale. C'est là où il faut y voir un peu dans l'espace. Donc là, vous avez bien, les 3 premiers atomes de la couche A. Donc c'est les seuls qu'on voit bien. On peut reprendre ceux qui sont derrière également, mais on les voit un peu moins bien. La couche B, elle, se voit un petit peu moins bien. C'est celle qui se trouve à ce niveau-là. Donc je montre les 2 atomes qui sont ici. Donc ça, c'est la couche bien ici B. Et donc on a cet empilement de type ABC selon la diagonale du cube. Si vous ne le voyez pas, ça, à 3 dimensions, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. C'est une question classique au niveau des exercices. Donc il faut simplement connaître la réponse. Il faut simplement dire que les couches compactes en fait s'empilent selon la diagonale du cube. Les 2 sommets qui sont ici correspondent à 2 atomes qui s'empilent sur 2 couches C distinctes. Et après, il faut savoir refaire apparaître sur le modèle éclaté la couche A et la couche B. Donc même si vous ne le voyez pas parce que vous avez une mauvaise vision dans l'espace, c'est pas très grave. Donc on peut le faire apparaître sur le modèle éclaté sans forcément très bien le voir. On repasse sur quelque chose d'un petit peu plus simple, c'est la population de la maille. Bon, c'est une structure cubique face centrée, donc on va avoir 8 atomes métalliques qui se trouvent au niveau de chaque sommet. Au niveau d'un sommet, la sphère appartient en propre que pour un huitième, puisqu'il va être partagé cet atome par 8 mailles, donc 8 fois un huitième. Et ensuite, on va avoir donc un atome au centre de chaque face, donc il y en a 6, mais qui vont être partagés par 2 mailles, donc 6 fois 1 demi. Et donc on a une population Z égale 4 pour cette maille cubique face centrée, donc 4 atomes métalliques par maille, ici le motif étant un atome métallique, un atome de fer, un atome de cuivre, etc. Donc là encore une fois, comme je l'avais évoqué dans le chapitre précédent, il ne suffit pas de dire Z égale 4, il faut le justifier. La justification elle se trouve à ce niveau-là, 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi. Autre caractéristique de la maille, c'est la condition de tangence. Donc quand on fait un modèle éclaté, comme celui-ci par exemple, de la structure cubique face centrée, on perd en fait la 3e dimension, dans le sens où on ne sait pas les sphères où elles vont se toucher les unes avec les autres. Donc en fait la condition de tangence, on la voit sur le modèle compact qui est ici, mais je vous ai dit, ce modèle compact, on ne peut pas le dessiner à la main. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une projection simplement ici de la face avant du cube. Et donc, vous remarquez sur le modèle compact que la sphère qui est ici, qui est au centre de la face, autrement dit, la sphère qui se trouve à ce niveau-là, va être tangente à la sphère ici qui se trouve au niveau du sommet du carré. Et c'est vrai également pour les 3 autres sommets. Donc la sphère qui se trouve au centre de la face, celle-ci, va être tangente ici aux 4 sphères qui se trouvent à ce niveau-là. Remarquez bien que 2 sphères par contre qui se trouvent au niveau de 2 sommets ici du carré, elles ne vont pas se toucher. Donc quand on veut justifier la condition de tangence, voici la représentation que l'on doit faire. Donc ici on fait un carré de côté petit a, et ensuite on fait 4 sphères en projection qui correspondent aux 4 sommets, et une fois que l'on a fait ça, on a la sphère centrale ici en projection ici qui va traduire la condition de tangence ici selon en fin de compte la diagonale de la face du cube. Je vous ai laissé un peu d'espace ici sur la partie droite. Je vous suggère de refaire le schéma qui est ici. Donc encore une fois, il faut arriver à faire un schéma de bonne qualité sans y passer trop de temps.
Donc essayez de le faire. Vous allez voir que selon votre dextérité, c'est plus ou moins facile à faire. Alors quand je dis que c'est plus ou moins facile à faire, c'est simplement parce que l'idée souvent c'est d'avoir envie de tracer le carré et puis ensuite de positionner une première sphère, puis une deuxième, etc. Et lorsqu'on fait ça au pifomètre, j'ai envie de dire, sauf si vous avez un peu de chance, mais il y a peu de chances que votre schéma soit de bonne qualité. Et ça simplement parce que du fait de la condition de tangence, eh bien on ne peut pas choisir n'importe quelle valeur de rayon ici pour tracer la sphère, simplement parce que, compte tenu du fait qu'on a ici un carré de côté petit a, et ici 4 sphères qui vont se toucher, autrement dit on va avoir R plus 2R plus R, et bien vous remarquez que la diagonale ici du carré, qui vaut A racine de 2, et bien doit être égale à 4R. Et donc remarquez bien qu'à partir du moment où on a cette condition de tangence qui est ici, une fois que la valeur de petit a est fixée, autrement dit que vous avez dessiné ici un carré de côté petit a, si vous voulez dessiner une sphère, pour que le schéma soit correct, il faut que le rayon de la sphère soit égal à a racine carré de 2 divisé par 4. Et donc là, si vous voulez un schéma qui ressemble un peu à quelque chose, vous dessinez un carré de côté petit a, ce carré, vous mettez par exemple un carré de paramètre de maille ici petit a égale à 8 cm. Et après, quand vous prenez votre compas pour dessiner la première sphère, ne prenez pas un rayon au pif, mais calculez la valeur du rayon attendu. Donc si vous avez pris un carré de côté 8 cm, tapez sur votre calculette 8 fois racine de 2 sur 4 pour avoir accès au rayon en fait ici du cercle que vous allez tracer avec votre compas. C'est ça qui permet d'avoir un schéma de bonne qualité. Donc si vous voulez faire le schéma correctement, voici comment on s'y prend. Donc vous fixez d'abord une valeur pour petit a, vous dessinez votre carré, vous calculez à l'aide de la condition de tangence ici la valeur de petit r attendue, et puis au compas, vous dessinez vos cercles, et vous verrez que là, vous aurez vraiment un schéma de qualité. Donc ça, encore une fois, il faut s'entraîner un petit peu à le faire, parce que dit comme ça, ça a l'air assez facile. Après, lorsqu'il faut le faire, pareil, on a toujours tendance à perdre un petit peu de temps si on ne s'est pas entraîné. Et je vous rappelle que l'épreuve de chimie dans votre filière PSI ou MP, c'est une épreuve de rapidité, elle fait que 2 heures, donc il faut vraiment être efficace pour la réponse aux questions. En général, c'est pas très dur ce qu'on vous demande, mais voilà, il faut vraiment répondre de manière efficace et rapide aux différentes questions. Autre caractéristique de la maille cubique face centrée, c'est la compacité. Donc je vous rappelle, la compacité, on a défini ça dans le chapitre précédent, comme le taux d'occupation de la maille en termes de volume. Donc on a dit que c'était rien d'autre que le nombre de motifs dans la maille, autrement dit la population, donc ici un nombre d'atomes métalliques, fois le volume d'un motif, donc ici notre atome métallique on le modélise par une sphère de rayon R, divisé par le volume de la maille. Bon, en termes de calcul, ça ne présente pas de grosses difficultés. Donc le motif, c'est une sphère de rayon petit r. Donc le volume du motif, c'est 4 tiers de pi r au cube. Donc le volume d'une sphère. Donc ça, attention de ne pas écrire n'importe quoi pour le volume d'une sphère. La maille, elle est cubique. Donc le volume de la maille, c'est le volume d'un cube, a au cube. Il suffit de remplacer dans l'expression précédente. On peut faire quelques simplifications. Remarquez qu'on obtient au niveau de la compacité une valeur qui est constante dès lors qu'on a une structure cubique face centrée. Ça ne fait pas intervenir ni le rayon des sphères, ni en fait le paramètre de maille petit a. Donc ça c'est simplement lié à la condition de tangence du dessus, à savoir a racine de 2 égale 4r. Donc j'ai utilisé cette particularité à ce niveau-là. Et donc remarquez que la compacité vaut pi divisé par 3 racine de 2, 0,74. Donc là, il faut bien comprendre ce que ça signifie, une compacité de 74%. Ça veut dire que la maille, elle va être occupée à 74% par des atomes métalliques, et donc il va rester 26% de vide à l'intérieur de la maille. Et donc s'il y a du vide à l'intérieur de la maille, on va pouvoir venir insérer des sphères, alors bien évidemment de rayons plus petits, dans l'espace disponible qui va être laissé par les sphères métalliques du réseau hôte. Quand on fait ça, autrement dit qu'on vient insérer
d'autres atomes métalliques dans la maille cubique face centrée, eh bien on va obtenir des alliages, simplement parce qu'on aura plusieurs types d'atomes au sein de notre cristal métallique, et donc c'est ce qui reste à traiter dans le cours. Les espaces où vont venir s'insérer ces sphères supplémentaires, eh bien donc c'est ce que l'on va appeler des sites cristallographiques. Donc il en existe de deux types, des sites octaédriques et des sites tétraédriques, dont on va regarder donc les caractéristiques juste après. Donc déjà, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on va avoir donc notre maille cubique face centrée qui va être décrite par donc, des sphères métalliques. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le réseau hôte. Et dans les 26% de vide qui restent, on va avoir ces petites cavités. Donc ces cavités, on appelle ça des sites interstitiels ou des sites cristallographiques. Et on va avoir donc des sphères métalliques avec des rayons plus petits qui vont pouvoir venir s'insérer. Donc le premier type de site, c'est un site octaédrique. Donc vous avez l'octaèdre ici qui est dessiné. Donc là, attention, pour qu'on y voit un peu quelque chose, je n'ai représenté ici que la sphère d'insertion, autrement dit la nouvelle sphère qui va correspondre à un nouveau atome métallique de rayon plus petit, qui va venir s'insérer au creux, en fait, ici, au centre de l'octaèdre. Donc l'octaèdre, lui, il va être déterminé par, eh bien, attention, donc 8 côtés, 8 faces, je veux dire, mais simplement 6 sommets. Donc les sommets ici sont définis par la position des sphères du réseau hôte de notre structure cubique face centrée. Donc ici, j'ai dessiné le site octaédrique vide. Donc au niveau des 6 sommets de l'octaèdre se trouvent encore une fois eh bien, donc les 6 sphères du réseau hôte qui, elles, se touchent les unes aux autres, mais qui laissent un peu de place disponible au centre. Donc là, même remarque, vous avez un petit peu d'espace. Donc essayez de dessiner ici l'octaèdre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est susceptible de vous demander également. Donc même remarque, donc c'est pas très difficile à faire, mais il faut s'être entraîné à plusieurs reprises à dessiner l'octaèdre. Sinon, pareil, souvent vous êtes obligé de gommer, de refaire le schéma plusieurs fois, et ça fait perdre du temps. Donc là, le site octaédrique. Le site tétraédrique, lui, eh bien, le voici. Donc là, le site tétraédrique, il est occupé par une nouvelle sphère d'insertion. Ici, je l'ai dessiné vide. Donc un tétraèdre, attention, lui, il va être caractérisé par 4 sommets. Les sommets, encore une fois, vont être occupés par les sphères métalliques du réseau hôte qui vont se toucher. Et donc au milieu, en fait, de cet octaèdre, il va y avoir un peu de place disponible dans laquelle va pouvoir venir s'insérer eh bien, cette petite sphère supplémentaire pour former un alliage. Donc là, même remarque, ça vaut le coup de vous entraîner à dessiner le tétraèdre, autrement dit la schématisation qui est ici. Même remarque, c'est pas très difficile à faire, mais quand on n'a pas l'habitude de faire le schéma, encore une fois, on perd pas mal de temps le jour du concours. Donc entraînez-vous à dessiner des octaèdres, des tétraèdres qui correspondent aux deux types de sites interstitiels, de sites cristallographiques dans lesquels vont pouvoir venir s'insérer ces petites sphères d'insertion qui sont ici. Ce qui reste à faire, c'est pour les deux types de sites, eh bien, à regarder quelle va être la taille de la sphère qui va pouvoir venir s'insérer à l'intérieur de l'espace disponible. On conçoit bien qu'une fois que les sphères du réseau hôte, ici, qui se trouvent au sommet de l'octaèdre ou du tétraèdre, sont positionnées, eh bien, on ne va pas pouvoir venir insérer n'importe quel type de sphère à l'intérieur, parce que sinon, ça risque de faire complètement éclater eh bien, le site octaédrique ou le site tétraédrique. Bien, commençons par nous intéresser donc au site octaédrique. Au niveau de notre structure cubique face centrée, des sites octaédriques, il en existe à 2 endroits. Donc pour pouvoir connaître la taille des sphères d'insertion, il faut déjà savoir un petit peu où sont positionnés ces sites octaédriques pour pouvoir mettre en place un petit calcul de manière correcte. Donc ici, pour voir tous les sites octaédriques,
en fait, il nous faut plusieurs mailles. Donc il y a un premier site qui est facile à voir, hein, c'est celui qui se trouve à ce niveau-là. Donc je l'ai modélisé par une sphère verte. Donc ici, hein, en bas à gauche, j'ai dessiné une structure cubique face centrée, hein, avec donc mes sphères du réseau hôte qui se trouvent à ce niveau-là, hein, sommet du cube et centre des faces. Vous remarquez qu'on a un premier site octaédrique qui se trouve au niveau du centre du cube. Pour faire apparaître donc l'octaèdre que j'ai tracé en pointillé, il me faut en fait les 4 sphères qui se trouvent au niveau donc des 4 faces ici qui correspondent donc aux faces verticales du cube. Donc ici j'ai la base de mon octaèdre et ensuite j'ai besoin donc des 2 sphères qui se trouvent au niveau donc du centre des faces, donc la face supérieure, la face inférieure. Et donc lorsque je relie en pointillé ici les différentes sphères, vous remarquez que l'octaèdre se définit, et donc le centre du cube, c'est un site octaédrique. Il va y avoir un peu de place dans laquelle va pouvoir venir s'insérer notre sphère d'insertion. Donc remarquez bien que lorsque je m'intéresse à ce premier type de site octaédrique, je n'ai eu besoin que des sphères ici du cube que j'ai dessiné à gauche pour définir ce site octaédrique. Il existe d'autres types de sites octaédriques à l'intérieur de ma structure. C'est au niveau en fait du centre de toutes les arêtes du cube. Alors bien évidemment, je n'en dessine qu'un sur le schéma qui est ici, parce que si on fait ça au niveau de toutes les arêtes, on ne va plus rien y voir. D'autant plus que ici, pour faire apparaître ce site octaédrique, remarquez qu'on a besoin en fait de 4 mailles pour pouvoir faire apparaître complètement l'octaèdre, puisque j'ai besoin en fait des 2 sphères qui se trouvent à ce niveau-là, de la sphère qui est ici et de la sphère qui est ici. Donc là, remarquez que ces 4 sphères ici, on peut les associer donc à la maille de gauche, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai également besoin de la sphère de la face supérieure ici du cube que j'ai dessiné à droite pour faire apparaître ici la base de mon octaèdre. Et j'ai également besoin de la sphère qui se trouverait sur la face verticale des 2 cubes qui sont au-dessus, que je n'ai pas dessiné complètement, parce que sinon on n'y voit plus grand-chose au niveau du schéma, pour définir le sommet de l'octaèdre. Remarquez que quand